Eh bien, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous à Montréal et merci beaucoup pour l'invitation. I'm going to speak in English. Maintenant, je vais passer à l'anglais. Et la présentation PowerPoint, en fait, vous sera disponible plus tard parce que vous pourrez vous y référer. Étant donné que j'ai très peu de temps, on m'a demandé de parler de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits de l'enfant. Est-ce qu'ils sont uniformes ou en conflit? Et je pense que ça se rapporte à la dernière présentation que nous venons d'entendre. Si nous posons la question, est-ce qu'on a des décisions qui sont prises par des adultes pour les enfants ou est-ce qu'on implique les enfants qui deviennent à ce moment-là des sujets et qui expriment leurs préférences? Comment tenir compte de leur point de vue? Et je pense qu'il est clair que les enfants doivent être impliqués dans la prise de décisions qui les touchent, que ce soit dans le contexte de la santé, dans le contexte social. Je vais vous parler du contexte juridique aussi. Il y a tout un éventail de contextes et dans chaque contexte, à chaque étape, les points de vue de l'enfant devraient être pris en compte pour ce qui est de la prise de décision, les impliquant, touchant. Je ne vois pas qu'il y ait beaucoup d'enfants ici, mais je vois beaucoup d'adultes qui sont très passionnés et qui veulent la meilleure chose pour l'enfant, défendre leur intérêt supérieur. Mais nous, en tant qu'adultes, nous avons l'obligation de faire participer les jeunes et les enfants dans les décisions qui sont prises les concernant. Et il y a au moins... Bon, il y a beaucoup de raisons à ceci. Tout d'abord, ils ont le droit légal ou juridique, et je vais en parler beaucoup. Je vais parler des droits des enfants qui sont importants en soi. Et s'ils ne sont pas respectés, peut-être les enfants pourront avoir recours à la justice. Ce qui est encore plus important, c'est le fait de respecter les droits des enfants, les impliquer dans les décisions qui les touchent, fait la promotion de leur meilleur intérêt et donne de meilleurs résultats. Au fur et à mesure où les enfants vieillissent, il devient difficile de prendre des décisions les touchant s'ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent s'approprier cette décision, qu'ils sont d'accord avec cette décision. Je vais parler de différentes façons d'impliquer les enfants. Bien sûr, on pourrait passer la journée là-dessus. Il n'y a pas une seule façon qui est meilleure que d'autres. Bon, dans certains cas, donc, les avocats jouent un rôle, mais il est très important que les parents et d'autres professionnels soient impliqués. Et il faut aussi que les enfants soient là pour défendre leurs droits. Je vais vous parler aussi de la responsabilité et des devoirs des professionnels, les gens qui sont dans cette salle, pour faire en sorte que les enfants participent activement aux décisions qui les touchent. Aujourd'hui, je vais parler de décisions individuelles, mais je vous dirais que les enfants et les jeunes devraient aussi jouer un rôle dans l'élaboration de politiques. Lorsqu'il s'agit d'adopter des lois ou de développer des codes scolaires ou d'autres règlements dans les instances sociales, les enfants et les jeunes devraient être impliqués dans les comités, en fait, qui prennent ces décisions. Mais aujourd'hui, je vais parler surtout de la prise de décision. Pourquoi faire la promotion de la participation des enfants dans ces décisions qui les touchent? Bon, nous avons le droit, bon, ils ont le droit, je vais vous parler de la source des droits. Ces droits ont été reconnus dans la loi du Québec, la loi canadienne et à l'échelle internationale. Et tous les pays du monde reconnaissent le fait que les enfants ont le droit de participer dans les décisions qui les touchent. Et c'est un droit de participation. Ce n'est pas nécessairement le droit de décider. Bon, ils ont une voix, mais pas un choix. De façon générale, les adultes ont des choix, mais les enfants ont une voix. Je pense aussi que les décideurs vont prendre de meilleures décisions, que ce soit des décisions en matière de traitement, décisions sociales ou décisions sur le soin des enfants. Bon, une des spécialités qu'on a mentionnées, je traite de familles qui traversent des divorces et des séparations, et c'est très important dans ce contexte que les gens écoutent les enfants. Très souvent, les parents ou les adultes n'écoutent pas ce que les enfants ont à dire dans de telles situations et leur perception de ces situations. Je pense que les enfants, de façon générale, auront de meilleurs résultats s'ils estiment qu'on les a entendus, même si on n'a pas entendu on ne donne pas suite à leurs conseils.
Et j'ai fait des recherches là-dessus et dans le contexte d'un divorce, si les enfants ont le droit de rencontrer le juge et dire au juge ce qu'ils veulent, même si le juge ne fait pas ce qu'ils veulent, eh bien, ils ont l'impression d'avoir été entendus et ça donne de meilleurs résultats au lieu d'avoir un juge qui dit « on ne veut pas entendre votre voix, ce sont les parents qui vont décider ». Lorsqu'on entend la voix des enfants, ils ont le droit de dire qu'ils n'ont rien à dire. Ils ont le droit de rester silencieux aussi. Mais on veut leur poser ils veulent qu'on leur pose la question dans tout un éventail de situations. Si vous pensez que de façon générale, les enfants devraient se faire poser la question, même si les enfants, de façon générale, on devrait leur poser la question, est-ce que vous voulez vous faire entendre? Lorsqu'il s'agit en fait d'adolescents, d'enfants plus vieux, donc s'ils ne sont pas impliqués et s'ils n'acceptent pas les décisions, ça va être très difficile de prendre des décisions les concernant. Ils vont voter avec leurs pieds à ce moment-là. Si vous dites que c'est la meilleure chose pour vous, à moins qu'ils ne puissent s'approprier la décision ou à moins qu'ils n'aient participé à la décision, à ce moment-là, ça va pas donner de bons résultats. Quelle est la base juridique pour mettre en œuvre les droits des enfants? La Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un document international et qui est accepté par tous les pays du monde, sauf par les États-Unis. Et en passant, les États-Unis, le gouvernement fédéral ou les tribunaux, en fait, ont accepté cette convention. En fait, ça fait partie aussi de la loi du Canada. Même si ça fait partie du droit international, les tribunaux canadiens reconnaissent que cette loi doit être appliquée et qu'elle doit être utilisée dans les écoles, les hôpitaux et les tribunaux. Au Canada, nous avons des documents portant sur les droits. La Charte canadienne des droits et libertés. Ensuite, la Charte des droits, en fait, est au-dessus de ceci. En fait, ça, c'est une notion qu'adorent les avocats. Et il y a la Charte québécoise aussi des droits et libertés. Mais en ce qui a trait aux droits des enfants, on parle du droit de participation des enfants indépendamment de leur âge. Et ensuite, nous avons des lois spécifiques. Et chacune d'entre vous, si vous travaillez en fait dans un contexte professionnel avec les enfants, regardez ce qui se passe du côté juridique. Le Code civil, The Youth Criminal Justice Act. Il comporte des articles précis portant sur les droits des enfants. Les contextes sont différents. Les situations sont différentes, mais de façon générale, ces documents reconnaissent le droit des enfants à être consultés et reconnaissent que les enfants doivent participer aux décisions qui sont prises et dans certaines situations, ils ont même le droit de prendre eux-mêmes la décision. Certains estiment que les enfants ne devraient pas être consultés. J'ai participé à plusieurs discussions et on parle des enfants qui sont atteints d'un trouble de santé mentale qui ne devraient pas être consultés. Mais il est important que nous sachions ce que les enfants savent. Par exemple, si les parents sont séparés et qui veulent des choses différentes, et ils ne sont pas d'accord, à ce moment-là, ils vont devant les tribunaux et ils disent « on ne veut pas que les enfants soient coincés entre les deux parents qu'ils aiment ». Ça, c'est une préoccupation valable, mais je ne sais pas, en fait, quelle est la solution à ceci. Devrait-il être consulté ou pas? Manipuler les enfants, c'est autre chose. Dans les contextes de maltraitance ou de divorce, les gens vont dire, on pense que cet enfant a été abusé physiquement par les enfants, mais les enfants disent qu'ils veulent rentrer à la maison. Et à ce moment-là, on pense qu'ils ont été manipulés par les parents. Même s'il y a, en fait, une manipulation et de la pression, c'est pas suffisant de dire est-ce que vraiment vous voulez rentrer, tu veux rentrer chez toi, en fait. Et autre chose, les enfants souvent ne comprennent pas les décisions qu'ils ont prises, les touchant, les décisions juridiques, les décisions médicales, etc. Donc, la réponse, c'est que lorsqu'on regarde ces échelles, on sait que les enfants aussi jeunes que 3, même 2 ans, peuvent s'exprimer. De toute évidence, les points de vue d'un enfant de 3 ans ou 4 ans sont très différentes et beaucoup moins sophistiquées que celles d'adolescents de 14 ou 15 ans. Mais il s'agit
il y a beaucoup d'adultes qui ne devraient pas participer, en fait, à la prise de décision. Imaginez les enfants. Alors, les enfants ont leur point de vue. Ils ont une information à transmettre. Autre préoccupation, surtout dans le contexte d'une séparation, si nous demandons aux enfants de rencontrer le juge, bon, certains d'entre vous ont passé des décennies à essayer de savoir comment interviewer des enfants. Ici, on a un juge qui est allé en faculté juridique. Il est spécialisé dans l'immobilier et on le met sur le banc. Et bien, à ce moment-là, il ne devrait pas rencontrer les enfants. Je pense que ce qui est intéressant ici, surtout au Québec, j'y arrive dans quelques instants, le Code civil exige des juges qui prennent des décisions concernant les enfants puissent avoir l'occasion de rencontrer les enfants. Une des choses dans lesquelles j'étais impliquée pour la recherche, bon, il y a Francine Cyr de l'Université de Montréal a décidé qu'on pouvait parler aux juges et aux enfants. Et bon, le juge a dit j'ai des enfants moi-même, mais je n'ai pas été formée pour faire ça et je me sentirais mal à l'aise. Mais au fur et à mesure où j'ai commencé à rencontrer les enfants, même sans beaucoup de formation ou sans formation du tout, j'ai trouvé que c'était utile de les impliquer dans la prise de décision parce qu'autrement, les gens arrivent, ils s'engueulent devant moi. Mais là, ça a été utile pour moi dans ces situations de rencontrer les enfants. Et dans un contexte de divorce, l'une des choses les juges, en fait, ne sont pas formés pour mener des entrevues, mais ils disent oui, je veux entendre ta voix, mais c'est moi le juge qui va prendre la décision. Bon, ils sont contents de savoir qu'ils ont été impliqués, mais que c'est le juge qui va finalement prendre la décision. Bon, c'est important, en fait, parce que selon la Convention des Nations unies, la plupart des enfants, ou plusieurs enfants, pas tous les enfants en passant, comprennent ceci dans les situations de divorce, mais plusieurs enfants veulent participer au processus de prise de décision. Et ils comprennent aussi la différence entre la question qu'on leur demande, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Bon, ça, c'est l'histoire de la vie des enfants. Par exemple, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour Noël? Ils décrivent quelque chose d'énorme. Alors, les parents disent, bon, je pourrais pas t'acheter ça. En fait, je t'ai posé la question, tu as le choix, mais c'est moi qui décide. Ça, c'est l'histoire de leur vie, les enfants. En fait, ils aiment, souvent, ils n'ont pas le choix, mais ils aiment faire entendre leur voix. Ils veulent savoir ce qui se passe, surtout si vous parlez d'une situation, juridique ou médicale. Bon, ils sont anxieux, ils se demandent ce qui va se passer pour eux à l'avenir. Bon, les parents se sont séparés et personne n'a dit aux enfants où est-ce qu'ils vont vivre, où sera leur animal de compagnie, qu'est-ce qui va se passer. Ils veulent être au courant. Et bien sûr, les adultes impliqués sont tellement préoccupés et incertains, disent « on va certainement pas partager notre incertitude avec les enfants. Les enfants n'aiment pas l'incertitude. Les enfants vont être anxieux, mais ils veulent avoir le plus d'informations possible. » Et il y a une recherche très intéressante qui est faite et qui devrait se poursuivre. Mais il semble qu'il y a de meilleurs résultats lorsque les enfants peuvent faire entendre leur voix lorsqu'ils sont consultés. De façon générale, les résultats sont meilleurs pour ces enfants. S'il y a un différend, par exemple, si les parents s'engueulent avec le gouvernement ou avec les services sociaux, si les enfants font entendre leur voix, ça va aider les parties à s'entendre. Comme j'ai déjà dit, la Convention des Nations unies est très claire et stipule que les enfants ont le droit d'exprimer leur point de vue dans tous les problèmes, toutes les questions qui les touchent. Bon, c'est pas seulement devant les tribunaux, mais aussi à l'école, dans les hôpitaux, dans le cabinet du médecin. Les enfants ont le droit, dans la mesure où ils en sont capables, d'exprimer leur propre voix. Et ensuite, elle stipule que dans les procédures légales, on doit leur permettre d'être entendus, soit de façon directe ou soit par le biais d'un représentant. Je vais y revenir. Au Québec, il y a plusieurs dispositions, mais j'en ai choisi une. Le Code civil stipule que le tribunal devra, et ça c'est obligatoire, donner à l'enfant l'occasion de ce dernier d'être entendu, en fait. Et ça, c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Bon, ça, c'est pas juste dans le cas de séparation, mais dans d'autres situations, les juges ont l'obligation de dire l'enfant a le droit d'être entendu.
Et bon, même si les juges ont peut-être été des avocats dans le domaine de l'immobilier, mais en tant que juges, ils ont l'obligation, et je devrais dire que les juges au Québec, et j'ai eu le privilège d'en rencontrer, eh bien, ils sont d'accord pour faire ça et reconnaissent qu'il s'agit là de leur responsabilité. Dans l'ensemble, je pense qu'ils se débrouillent très bien, en tout cas pour ce qui est de l'éducation qu'ils reçoivent à cet égard. Bon, il y a des questions difficiles, tant pour les parents qui sont impliqués dans tout type de prise de décision, mais aussi les professionnels qui se demandent comment impliquer les enfants, comment s'assurer que les enfants soient entendus et font valoir leurs besoins. Ceci inclut le fait de reconnaître que on devrait toujours poser les questions des enfants, mais il faut s'assurer qu'ils ne soient pas pris entre les deux et qu'ils sentent qu'ils ne devraient pas dire quelque chose, ou ils vont peut-être dire aux professionnels, je vais vous dire ce que je veux, mais je ne veux pas que vous le disiez à mes parents. Je ne veux pas que vous partagiez ça avec qui que ce soit. Je ne veux pas que mes parents le sachent, je répète. Et il y a beaucoup d'exemples où on a vu que les enfants ne voulaient pas que l'information qu'ils donnaient aux professionnels soit partagée avec les professionnels de la santé ou les parents. Bon, il y a aussi des choses qui ne sont pas réalistes. Lorsque je dis qu'il faut obtenir la rétroaction des enfants, il faut bien qu'ils comprennent la situation dans laquelle ils vivent. Bon, il y a aussi la liste de leurs souhaits, en fait. Et dans quelle mesure est-ce qu'on devrait prendre en compte leur opinion? Ça dépend, en fait, des aspects. L'âge est un facteur très important, mais n'est pas déterminant. Comme vous le savez, dans toutes les fourchettes d'âge, il y a d'énormes différences d'un point de vue émotionnel, psychologique, cognitif, etc. Et cela dépend aussi de la nature, de la situation. Et si l'enfant dit quelque chose, pourquoi est-ce qu'il le dit? Ceci étant dit, certains enfants, c'est certain, surtout lorsqu'ils vieillissent, il faut que vous les écoutiez parce que de toute façon, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et c'est important de les faire participer et quelquefois les faire participer avec le temps, avec le passage du temps. Mais et les adolescents, à moins qu'ils ne soient consultés, ils ne vont pas faire ce que vous pouvez considérer comme étant dans leur intérêt supérieur. Maintenant, comment faire participer les enfants? Il y a énormément d'articles écrits là-dessus. Il y a toute une façon de faire. Il y a plusieurs façons de procéder. Bon, il y a la participation directe, indirecte. Direct, ça veut dire que l'enfant rencontre le juge. Indirectement, c'est peut-être que l'enfant a un avocat ou peut-être qu'il fait une déclaration sur vidéo, sur bande vidéo, où il s'exprime. De façon générale, la participation directe est préférable à la participation indirecte. Mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres moyens qu'on peut défendre les droits de l'enfant. Quelquefois, donc, les parents peuvent être d'excellents défenseurs de leurs enfants. Quelquefois, ils connaissent leurs enfants mieux, bien mieux que n'importe qui d'autre. Ceci étant dit, dans certaines situations, les parents sont dans un conflit d'intérêts. De façon similaire, si vous êtes dans le secteur des services sociaux qui est très vaste, vous pouvez vous retrouver dans un conflit d'intérêts. Si vous travaillez à l'hôpital, il y a des politiques institutionnelles et si l'enfant dit qu'il veut autre chose, vous avez un conflit d'intérêts. Alors, vous devez à ce moment-là penser, êtes-vous le meilleur défenseur pour les droits de l'enfant pour son intérêt supérieur ou si quelqu'un d'autre serait meilleur que vous. Bon, c'est un sujet extrêmement vaste et je pense que nous aurons le temps d'avoir une période de questions après. Et comme nous sommes ici dans cette salle pour faire la promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a plusieurs dimensions dans cet intérêt supérieur, mais l'une de celles-ci, c'est que les enfants ont le droit de participer. Et ceux qui prennent des décisions, et pas seulement de grosses décisions devant les tribunaux, mais d'autres types de décisions, il faut se poser la question, est-ce qu'on écoute les enfants si on est en train de concevoir un pavillon d'hôpital pour les enfants, eh bien, on invite l'architecte, et ça serait bien aussi, en fait, de consulter les enfants pour savoir de quoi le nouveau pavillon aura l'air. Est-ce qu'il sera mieux que l'ancien? Alors, bon, évidemment, il faut impliquer les enfants, mais ça dépend de leur âge. Et bon, par exemple, l'architecte peut dire non, je ne veux pas que les enfants participent. Et il faudrait en fait cependant les consulter parce que c'est eux qui vont habiter ce pavillon.
Et selon le problème, il peut y avoir une ou plusieurs façons de procéder. Bon, c'est une obligation professionnelle de se pencher sur la question à savoir comment est-ce qu'on va impliquer les enfants. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur la participation des enfants à la prise de décision et il ne fait aucun doute que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, qu'il faut poursuivre nos recherches à cet égard. Et en fait, moi, je suis spécialisée surtout dans les situations de divorce et de séparation. Et dans toutes ces situations, la tendance des chercheurs, c'est de dire qu'est-ce que le juge et les avocats disent, qu'est-ce que les parents disent. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est il faut se demander quelle est la perception des enfants. Si vous regardez, par exemple, la justice correctionnelle, bon, le travail des criminologues, en fait, parle de qu'est-ce que l'agent de probation dit, qu'est-ce que le juge dit, mais on ne voit jamais on ne voit jamais en fait l'opinion des enfants. Qu'est-ce que l'enfant en pense, qu'est-ce que l'adolescent en pense, quelle est leur perception de ce qui se passe. Ça, on ne le voit jamais. Et ça, c'est bon pour nous tous et nous toutes. Il faut s'assurer d'impliquer les enfants comme ils le veulent et selon le caractère approprié de la situation. Question?